Salut à tous, c'est John et aujourd'hui on s'attaque à un gros projet que vous attendiez tous avec impatience, la fabrication de mon nouvel établi d'ébéniste en chêne massif. C'est parti. La conception de cet établi est vraiment très simple, pour ne pas dire basique, mais le but c'est avant tout de privilégier l'aspect fonctionnel par rapport à l'originalité et aussi pour que ça puisse vous servir de base de réflexion si vous projetez de fabriquer le vôtre. Il sera composé d'une structure très massive avec de grosses sections de bois afin de garantir une rigidité et une stabilité adéquates. Sous le plateau, on retrouvera un habillage en contreplaqué qui servira au stockage de tous mes outils électroportatifs pour les avoir à portée de main dans un premier temps et accessoirement pour optimiser le rangement dans l'atelier. Si ça vous intéresse, les plans complets de cet établi ainsi que la nomenclature sont disponibles gratuitement. Vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description. Comme je le disais en introduction, il sera entièrement construit en chêne massif, ce qui est peu courant parce que traditionnellement les établis sont fabriqués en hêtre pour des raisons de coût. Le hêtre étant un bois très abordable si on le compare au chêne. C'est un bois qui est relativement dur, homogène, avec une bonne densité, donc des qualités très importantes pour un établi solide, lourd et durable. Le plot de chêne que j'ai choisi est en qualité BE, ce qui signifie belle ébénisterie. C'est le deuxième plus haut niveau de qualité que vous pourrez trouver en scierie, le premier étant E pour ébénisterie et le plus faible étant M pour menuiserie. Du moins, dans ma scierie, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, cette classification peut différer selon les scieries puisque beaucoup utilisent le système classique QBA pour le premier choix en chêne, puis QB1, 2, 3 et 4 pour les choix inférieurs en fonction de la qualité du bois. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo dédiée à tout ça directement sur place dans une scierie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Petit instant auto-promo pour vous rappeler que c'est le dernier jour si vous voulez vous inscrire à ma formation en ligne Apprendre l'ébénisterie. Donc quand la vidéo sort, nous sommes le dimanche 17 septembre 2023. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour nous rejoindre avant la fermeture des portes. Si vous voulez plus d'infos sur la qualité du contenu qui vous attend et sur le fonctionnement de cette formation, je vous renvoie à mon site internet et à la vidéo de présentation que j'ai faite spécialement pour l'occasion. Vous trouverez tout ça dans la description. J'en profite aussi pour vous remercier de votre soutien car vos retours sur cette formation sont juste incroyables. J'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose et de vous aider de manière très concrète. C'est que du positif, donc merci encore. Une fois le débit du chêne terminé, on passe au corroyage avec dans un premier temps le dégauchissage d'un plat et d'un champ bien droit et perpendiculaires entre eux. Et ensuite on pourra passer à la raboteuse pour obtenir les sections voulues. Vu que j'ai utilisé des plateaux de chêne en 45 mm d'épaisseur brute, il faut que je double l'épaisseur pour avoir une section suffisamment costaude pour les pieds de l'établi. Je colle donc 2 morceaux par pied à la colle vinylique et je mets tout ça sous presse. En attendant que ça sèche, je commence le collage du plateau qui sera composé de 19 lattes de 4 cm de large et 6 d'épaisseur. Et pour me faciliter la tâche, j'ai décidé de les coller à plat joint et en 3 groupes d'environ 25 cm chacun pour pouvoir ensuite être en mesure de les repasser à la dégo puis à la raboteuse et ainsi garantir un affleurement impeccable des lattes et un plateau parfaitement plan. La colle est bien sèche, je peux donc corroyer mes 4 pieds à leur section finale de 10 par 8 cm. Et j'enchaîne avec les 3 groupes de lattes du plateau, comme je l'ai dit juste avant. Construire son établi soi-même, que ce soit pour de l'ébénisterie ou de la menuiserie, je trouve que c'est quelque chose de très important, pour ne pas dire indispensable. Déjà, premièrement, c'est un avantage financier, puisque vous constaterez rapidement qu'un établi neuf de qualité coûte facilement plus de 1500 €. Deuxièmement, c'est un excellent exercice pratique. Et troisièmement, le plus important de tous à mon sens, c'est qu'un établi, c'est un outil qui est très personnel. Vous allez probablement l'utiliser pendant des années, donc vous avez plutôt intérêt à le faire sur mesure pour vous.
surtout au niveau de la hauteur de travail en fonction de votre taille, pour qu'il soit le plus ergonomique possible. Dans mon cas, j'ai opté pour une hauteur de travail de 96 cm, sachant que je mesure quand même 1,85 m, et qu'avec un établi classique et non personnalisable, c'est toujours trop bas pour moi et je me casse le dos. Même principe concernant les dimensions du plan de travail, la longueur et la largeur doivent être adaptées à votre manière de travailler. Le mien fera 2 mètres de long et 76 cm de large. C'est donc beaucoup plus large que 99% des établis que vous trouverez dans le commerce, pour pas dire 100% en fait, parce qu'ils sont tous très étroits de manière générale, et personnellement, j'aime avoir de l'espace pour travailler. L'équipement que vous allez installer sur votre établi est aussi un axe hyper important, que ce soit le type et la taille de la presse frontale. Est-ce que vous voulez en plus une presse parisienne ou une presse latérale simple avec des mors, des trous pour pouvoir y glisser des valets, des trous pour le système MFT, des titracs pour pouvoir y glisser des petits serre-joints, et j'en passe. Enfin bref, vous voyez que tout ça doit être réfléchi en fonction de vous et de vos habitudes de travail si vous voulez être à l'aise, efficace et prendre du plaisir à l'ouvrage. Les plus anciens d'entre vous qui ont vu en vidéo la fabrication de mon premier établi, qui reste d'ailleurs à ce jour la vidéo la plus vue de ma chaîne, doivent se demander pourquoi je change. Bon, déjà, il y a 3 ans, j'ai fabriqué un établi en MDF pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'avais aucune machine me permettant de travailler le bois massif correctement et qu'à l'époque, je cherchais avant tout la plus grande surface de travail possible pour mes projets avec la résine époxy. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Depuis plus de 2 ans, vous avez bien vu que je suis retourné à mes premiers amours, mon vrai métier, le travail du bois massif, du plaquage, les beaux assemblages, le travail aux outils à main, etc. Enfin bref, l'ébénisterie avec un grand E. Il me faut donc un établi parfaitement adapté et l'ancien ne l'était plus, tout simplement. On enchaîne avec la réalisation des assemblages de la structure de l'établi, donc les pieds et les traverses hautes et basses. Je commence systématiquement avec les mortaises que j'usine soit à la défonceuse avec un jeu de cale, soit avec la Shaper Origin pour aller un petit peu plus vite. Ensuite viennent les tenons, il y en a 16 au total et j'ai commencé par en faire quelques-uns entièrement à la main en dégrossissant à la scie japonaise, puis en finissant proprement avec une guimbarde. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite spécialement sur cet excellent outil et qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Pour le reste des tenons, je les ai usinés directement à la défonceuse sous table pour gagner un peu de temps et puis parce que bon, faire des tenons à la main c'est agréable, on prend son temps, mais au bout d'un moment, il faut quand même avancer. Quand on est sur des assemblages visibles et esthétiques, comme par exemple les queues d'aronde, les faire à la main prend tout son sens. Et puis parce que quand elles sont faites à la machine, ça se voit tout de suite. Pour les tenons, je trouve que c'est totalement différent parce que déjà, on ne les voit jamais. En général, c'est un assemblage interne, sauf quand c'est un enfourchement, mais c'est un petit peu différent. Donc, qu'il soit fait à la main ou non, ça change rien. L'important, c'est surtout de savoir travailler à la main et de ne pas perdre ce savoir-faire. Quand on sait utiliser les outils manuels, on peut travailler à la machine, jamais l'inverse. Il y a quelque part une sorte de légitimité et de mérite à acquérir avant de se permettre d'avoir le luxe d'usiner ces assemblages de façon mécanique. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais en gros, dans n'importe quel lycée professionnel, il est strictement interdit d'utiliser une machine sans d'abord maîtriser les bases avec les outils à main. Et c'est finalement assez logique. Ça peut d'ailleurs être un débat intéressant, donc je vous laisserai me donner votre avis sur la question en commentaire. Il y a une légère différence sur les tenons des traverses basses qui possèdent 2 épaulements, un en haut et un en bas, contrairement aux tenons des traverses hautes qui n'ont pas d'épaulement en partie haute vu que le tenon est débouchant, et seulement un épaulement dit de propreté en bas afin d'être sûr de ne pas avoir un bout de mortaise disgracieux une fois assemblé. Pour le collage de la structure, je fais ça en plusieurs fois, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille quasi systématiquement. Vous aurez le temps de faire votre collage calmement, sereinement et ça vous évitera de transpirer de trop. Je colle d'abord les petits côtés indépendamment et une fois sec, je fais le collage final avec les traverses longues. Vu que, comme d'habitude, je n'ai pas de serre-joint assez long pour ça, j'utilise ma fameuse technique de cale pour créer des points d'accroche et de cette manière, je peux serrer correctement mes assemblages avec uniquement des serre-joints courts.
J'attire votre attention sur les jours que vous voyez ici, les petits espaces entre le bout des tenons et le fond des mortaises. Ils sont bien évidemment volontaires et ce pour deux raisons majeures. La première, c'est pour laisser de la place pour la colle et la seconde, c'est pour garantir un joint parfait entre les arasements des tenons et le pied de l'établi. Parce que si jamais vous faites un tenon aussi long que la profondeur de votre mortaise, vous risqueriez d'avoir un défaut visible au niveau du joint extérieur et ça serait vraiment dommage. Donc pensez-y. Maintenant que la partie piétement est terminée, on peut continuer sur le plateau en commençant par racler les résidus de colle et en profiter pour faire un premier ponçage rapide sur les deux faces. Je coupe ensuite de long le plateau avec ma toute nouvelle scie à format fraîchement arrivée à l'atelier. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette machine la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, profitez-en. Vous allez apprendre plein de choses utiles sur le réglage précis de ce genre de machine. Maintenant que le plateau a été mis à ses dimensions finales, je le fixe au piétement grâce à 8 grosses vis de 120 mm de long et 6 de diamètre. Alors l'avantage de fixer le plateau plutôt que de le coller, c'est qu'il reste amovible en cas de problème et que si vous avez besoin de refaire un plateau neuf dans 10 ans pour X ou Y raison, vous pourrez le faire sans avoir à refaire un établi complet à partir de zéro. On s'arrête là pour cette première partie. Je sais, c'est très frustrant, mais ce genre de projet prend beaucoup de temps à réaliser, à tourner et à monter. Donc dans la deuxième et dernière partie qui sortira du coup dans 15 jours, on s'occupera de la pose des lattes transversales. Donc ici elles sont déjà faites, vous le voyez un petit peu sur le côté, mais vous voyez pas l'assemblage, c'est ça qui est intéressant. On s'occupera également d'équiper entièrement l'établi avec toutes les presses qui vont bien. Je vous montrerai exactement qu'est-ce que j'ai fait parce que tout ça est très réfléchi comme je vous en parlais en début de vidéo. Et enfin on s'occupera de l'habillage de la partie inférieure pour pouvoir y stocker tout mon outillage électroportatif. J'en profiterai aussi pour vous faire un compte rendu complet par rapport aux coûts liés à la matière et aux équipements que je vais inclure avec cet établi, même si évidemment il y aura forcément des différences entre déjà le choix de l'essence de bois, si vous partez sur du hêtre ou sur du chêne, j'essaierai un petit peu de faire les différences. Pareil au niveau de l'équipement, ça peut varier du simple au triple en fonction de ce que vous allez choisir. Mais tout ça pour vous donner simplement une idée de la somme qu'il faut débourser pour réaliser l'établi de vos rêves. N'oubliez pas que c'est le dernier jour pour rejoindre ma formation Apprendre l'ébénisterie. Les portes se refermeront ce soir à minuit. Je remercie chaleureusement tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur cette session car vous êtes très nombreux. Donc merci de votre implication. En plus, j'ai que des élèves ultra motivés qui ont envie d'apprendre, donc ça fait super plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt.